Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen. Toujours un plaisir de vous accueillir pour cette heure de débat autour de l'Olympique de Marseille. Le talk show, tout de suite, le sommaire de cette émission. On commencera par le cas Marcelo Bielsa et son duel face à Rudy Garcia qui est prévu pour dimanche. Dimanche, Patrice Evra aura peut-être une chance de montrer qu'il n'est pas totalement cramé. On se posera la question. Zambo Anguissa, une des révélations de ce début de saison. Jusqu'où peut-il aller? Et bien sûr donc ce match de dimanche contre Lille. On fera le point sur les compos. Je sais que Babou, qui est ici, Fabrice Céleschi, a déjà bossé le 3-3-3-1 de Marcelo Bielsa, le pressing tout terrain, le marquage individuel. Comment ça va, Babou? Ça va très bien. Tu en as fait des cauchemars pendant quelques mois de ce 3-3-3. Ouais, quelques matchs ont été compliqués quand même, notamment ceux contre Paris avec Bielsa. Tiens, justement, à côté de toi, Jacques Bail pour sa deuxième avec nous. Il avait été très bon lors de sa première, donc quand les gens sont très bons, qu'est-ce qu'on fait, Romain Canucci? On les rappelle? Évidemment. Bonsoir Jacques. Bonsoir à tous. J'ai vu que tu n'as pas pris ton petit cahier de notes. Ah oui, ce soir. J'ai tout dans ma tête. Parfait. Romain Canucci, bonsoir, évidemment. Salut. Plus de cahier non. Et à côté de toi, notre invité ce soir, c'est Francisco Lado. Bonsoir. Qui est un dirigeant connu, bien évidemment, notamment des générations antérieures, évidemment. Je sais pas, c'est n'importe quoi, mais... Ouais. Si, j'ai pris un coup déjà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup regardé par les 16-18 ans et qui n'ont pas connu l'épopée lensoise, par exemple. Donc, tu as beaucoup... Je vais le présenter, ça te dérange? Tu vas faire mieux. Directeur sportif de Lens sur toute la période DG, voilà. Ce qui est quand même différent. La bonne période de Lens, c'est-à-dire la période où ils étaient tout le temps en Coupe d'Europe. 96-2006. Voilà. 2008, pardon. Donc avec un titre de champion. Un titre de champion, deux Champions League et 7 fois la Coupe de l'UEFA. De participation. Ouais, 2 Champions League, bon, ça laisse pas tout le monde peut le dire. Non, c'est sûr. Pas tout le monde peut le dire. Non, ceci, et cette participation donc à la Coupe de l'UEFA avec néanmoins une demi-finale. Ah, ça c'est bien. C'est vrai. Perdu contre Arsenal. 1-0. Voilà. Ça, tu t'en souviens forcément. Hein. Ouais, il y avait des défaites derrière d'Arsenal contre Galatasaray au tir au but en finale. Puis tu as aussi été dirigeant de Istres et de Martigues. De Martigues au tout début, avec la chance de monter en première division pour un club comme ça, c'était historique. Et j'ai terminé à côté, à Istres, où j'ai été président pendant 4 ans. Tu as fait la montée avec Istres? Non, c'était la fin, c'était après. On a fait la montée de National en L2 et on s'est maintenu pendant 4 ans en L2. Avec la toute fin, l'explosion de Naby Keïta. L'explosion de Naby Keïta, puis je pense qu'il faut penser aussi à des garçons comme De Bréville, qui étaient là. Il y avait aussi Florian Lejeune, qui est parti aussi en Espagne. Non, on a fait un travail qui était assez correct sur ce plan-là. Donc tu connais le talk, tu peux rentrer à tout moment dans le débat, interrompre, n'hésite pas, fais-toi plaisir Francis ce soir. Pas de souci. On commence par un débat qui est animé toujours, à chaque fois qu'il arrive sur le plateau, c'est Bielsa. On va s'intéresser à ce qui se passe à Lille notamment. On va l'opposer aussi à Rudy Garcia, Marcelo Bielsa. C'est Bielsa contre Garcia, c'est la première partie. On commence avec la série du LOSC, la série noire de Marcelo Bielsa. Regardez ça, il a gagné la première journée contre Nantes. Et depuis il y a du rouge, oui, du rouge et du gris, beaucoup de défaites. Et un bleu, alors le bleu c'est le seul match où il menait. Et finalement ça a été arrêté, pas de chance pour lui, puisqu'il y a eu cet incident dans les tribunes à Amiens évidemment. Babou, c'est très difficile là pour Bielsa. Il est dans une situation où s'il ne gagne pas dimanche, on a du mal à voir le futur, non? C'est difficile, mais surtout quand tu rentres un petit peu dans le détail et quand tu ne regardes pas que les résultats, parce que il a l'air de pas trouver la solution, quoi. Ça a l'air d'être une spirale de plus en plus négative pour lui. Quand tu vois, bon, c'est pas les seuls, hein, il y a l'OM aussi, mais perdre contre Rennes qui est en ce moment... C'est difficile pour eux, aller perdre là-bas aussi, je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué pour eux. On l'a vu en souffrance, c'est encore le dernier match contre Valenciennes, où c'était le couperet, d'après ce que j'avais cru comprendre, les joueurs étaient allés le voir pour dire que sa tactique ne correspondait pas, qu'ils voulaient jouer chacun à leur poste alors qu'ils ne jouaient pas. Moi je l'ai vu sur les pénaltys, et il avait sa croix en bois, on aurait dit qu'il avait remis son destin à cette croix, quoi, voilà. Comment on réagit quand on est dirigeant et qu'on a un entraîneur qui est un peu contesté, mais en qui on a confiance quand même? Comment on peut faire passer le message? Parce qu'on sent quand même que Gérard Lopez a quand même confiance en Bielsa, il a envie que Bielsa y arrive, mais ça marche pas. Comment on fait?
D'abord, il y a son propre constat, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que c'est l'homme de la situation. Après, au niveau des joueurs, il faut s'appuyer sur un groupe un peu d'anciens qui va entraîner dans le bon sens s'il le faut, quoi. Sauf que, à un moment donné, s'il y a rupture, il y a rupture avec le vestiaire, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'anciens en plus. Et c'est ça le problème, c'est qu'eux, ils ont fait une politique de jeunes. En fait, ils ont fait une politique de business, c'est-à-dire je prends des jeunes pour les vendre. Ils rentrent dans un système qui est quand même un peu hétéroclite parce que Bielsa, moi je l'ai pas toujours compris, il y a des matchs où je l'ai pas toujours compris. Donc voilà, ça veut dire que non, mais à un moment donné, lorsque le groupe au total casse, je pense que dans le vestiaire, ça va être difficile pour lui, quoi. D'accord. On a Joe Bastre, qui nous posait une question sur ça. Info ou Untox sur la rébellion des joueurs. Apparemment plutôt info, même si c'est peut-être pas une rébellion au sens propre du mot. Puisque tu parlais du projet Lopez avec la politique sportive, on va regarder en 3 points ce que c'est ce projet Lopez. Lopez qui, on le rappelle, a failli racheter l'OM puisqu'il était dans les tuyaux. Donc un effectif très jeune qui marche beaucoup avec le trading joueur, c'est-à-dire on achète un joueur pas très cher, on essaie de le revendre le plus cher possible. Et le duo Bielsa-Campos. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Jacques ? Mais je pense que déjà, El Loco, ça veut dire fou. Donc c'est un fou. Franchement, dans son schéma de jeu, dans sa façon d'interpréter les matchs, je comprends absolument rien. Je suis perdu. Il a fait construire des chalets. Je sais pas. Sur sa période olympienne, t'as pas compris. J'ai jamais adhéré à ça. Oui, on marquait 6 buts, on en prenait 12 après. Non, vraiment, ça a été pour moi un fiasco et c'est un fiasco. Alors, il a un crédit parce que c'est un étranger. Tout le monde, Bielsa. J'ai jamais compris. Et pourquoi les autres entraîneurs, genre Guardiola, il nous dit que c'est la référence ultime? Mais si Guardiola le dit, bon, mais tant mieux pour lui. Je pense qu'il parle plus de philosophie que clairement, parce que je pense qu'ils adoptent certains principes de Bielsa. Par exemple, à certains moments du match, Guardiola est capable d'aller faire un pressing à outrance ou quoi. Je pense que ces principes de jeu, on l'a déjà dit, on en avait fait longuement sur Bielsa, mais le problème c'est qu'il quelquefois il s'entête avec les mêmes joueurs, avec les mêmes principes, avec les mêmes tactiques, et ça peut durer très longtemps, alors que les autres, je pense, saupoudrent un petit peu dans un match. Il y a plusieurs. Est-ce que tu peux voler un peu au secours de Bielsa là, parce qu'il prend cher là depuis le début de l'émission? Non, mais moi j'étais très fan du passage de Bielsa à l'OM, mais j'ai toujours dit ce que j'aimais beaucoup et par-dessus tout, et je pense que ce qui a fait aussi adhérer tout le monde à Marseille à Bielsa, c'est qu'il remettait aussi en cause un certain système à Marseille, et que il remettait en cause l'omniprésence de certains dirigeants, qu'il arrivait à les agents aussi, redistribuer un peu les cartes. Et ça, maintenant, s'il change ça à Lille, personnellement, c'est plus mon affaire. C'est pour ça que je pense que ça marche pas pour toi. Pourquoi ça marche pas à Lille? Peut-être parce que c'est une question d'effectif, peut-être que c'est une question, peut-être que ça va prendre aussi. Moi, je refuse d'enterrer Lille avec le nombre de points qui reste à distribuer. Moi, ce que je pense, c'est que un entraîneur doit avoir un plan tactique pour mettre en valeur la qualité de ses joueurs. Et lorsqu'il impose la sienne et que les joueurs ne sont pas adaptés, ça devient très difficile, ou alors ça met du temps. C'est-à-dire que peut-être ça va sortir, mais ça risque de mettre du temps, quoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me semble, c'est que les joueurs ne correspondent pas du tout au principe de jeu qu'il veut imposer, quoi. Ouais, mais il les a choisis, non, ces joueurs? Non, mais il les a choisis, mais avec Campos, etc. et tout, là, je sais pas ce qui s'est passé, un certain nombre de choses pour acheter, vendre, prêter des joueurs. Le fameux trading joueur. Voilà. Après, je trouve aussi juste Romain et puis Jacques. Le cas de Préville, Francis, on voit bien que c'est quand même un joueur intéressant. Pépé, non, celui-là je ne le mets pas là. L'arrière gauche, il va devenir arrière droit. Celui-là, non, mais c'est ça. Là, je suis perdu. Et il n'y a pas que moi qui est perdu. Tous les gens qui regardent cette équipe, tout le monde est perdu. Moi, je trouve Romain. Je trouve que sur les infos qu'on a concernant Marcelo Bielsa, il faut être aussi extrêmement prudent, parce que j'ai quand même l'impression que au LOSC, il y a donc 2 personnalités, à savoir Marcelo Bielsa et Luis Campos. Et j'ai l'impression que les informations qu'on voit dans la presse, c'est plutôt la version du second que celle du premier, dont on sait qu'il ne parle pas à la presse. Et c'est aussi toujours ça avec Bielsa. Il y avait eu un accrochage. Enfin, il y avait eu une déclaration de Bielsa sur Campos il y a quelques semaines aussi. On sait très bien, et c'est aussi ce qui est fait, ce qui a fait sa popularité à Marseille, c'est qu'il ne rentre pas dans ce jeu du off, des coups de fil et compagnie, et que forcément, on nous vend une version de Bielsa qui n'est pas forcément la bonne. Il y a aussi cette remise en cause-là. Et je pense que dans ce qu'on voit à Lille, moi, je vois des parallèles avec la remise en cause des joueurs. Ça me rappelle certains passages à Marseille où on lui tirait quand même des balles dans le pied. Alors,
est-ce que ça rajoute toujours au romantisme du joueur, de l'entraîneur, coach, voilà, de ce côté un peu seul contre tous, l'homme anti-système. Francis et puis Babou qui vont passer une aussi. Est-il capable de se remettre en question? Le problème est là, c'est-à-dire que, moi j'ai l'impression que le personnage pense qu'il a toujours raison et qu'il n'y a que sa ligne qui peut être appliquée. Exactement. Donc il ne se remet pas souvent en question. Moi, si je fais la comparaison, puisqu'on a parlé tout à l'heure, Garcia, il a fait Monaco, il en a pris 6, et il avait fait des systèmes tactiques que personne n'a compris non plus, sauf lui, mais il a vite changé, quoi. Il s'est adapté, il a compris, il a vu ses erreurs, il a vu les joueurs. Et aussi les joueurs qu'il avait mis à certaines places, comme Amavi, etc., il a changé. Tandis que Bielsa, j'ai l'impression que il peut pas changer parce qu'il considère qu'il s'appelle Bielsa, quoi. Voilà. Et que c'est les autres qui doivent changer. C'est bien résumé. Et puis concernant puisqu'on parle du parallèle Garcia-Bielsa, oui. Pour moi, là où la balance penche nettement en faveur de Garcia, c'est sur le côté recrutement. Parce que là, Rudy Garcia, tu veux voir les recrues de Lille ? Voyons les recrues ça va de Lille. peut-être t'aider dans ton argumentaire. Mais même on se souvient des recrues de Bielsa à Marseille et des pieds et des mains pour recruter par exemple Karim Rekik aussi. ou Javier Manquillo. Moi quand je vois cet été Garcia, on lui tombe dessus pendant l'été parce qu'on dit c'est lui qui fait le recrutement et compagnie, mais en attendant, maintenant quand on voit la réussite d'un Jordan Amavi par exemple, on sait très bien que c'est Rudy Garcia. Gustavo c'est un peu plus Zoubi, mais on sait très bien que par exemple je reste sur l'exemple Amavi parce que c'est vraiment un joueur estampillé Garcia, c'est lui qui a insisté pour l'avoir. Bon, on voit qu'au final, il a bien fait d'insister. Alors certes, s'il n'est pas allé nous chercher un mec de la Pampa inconnu, Amavi on connaissait déjà, mais au final, qu'est-ce qui vaut mieux, un joueur qui marche, peu importe qu'il soit connu ou pas, ou faire des réussites à football manager? Le problème dans un club, c'est que pour que ça marche bien, il faut que ce soit établi sur 3 pieds, c'est-à-dire que le recrutement doit se faire entre l'entraîneur, le président et le directeur sportif. Il faut qu'il y ait un consensus là, parce que s'il n'y a pas de consensus, il y aura toujours souci. Alors souci dans la défaite, y compris dans la victoire aussi, parce que chacun veut prendre sa part. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'à Lille, malgré les apparences et ce qu'on veut afficher, ça existe, ça entre Campos et Bielsa, quoi. Voilà. Et le président aussi. Donc Fabrice, juste pour préciser, il n'y a pas de cas Doria quand même dans la liste du mercato du LOSC, puisque tous les joueurs qui ont été achetés sont quand même très par Bielsa et apparemment il compte dessus. Oui Babou, qu'est-ce que tu voulais dire? On a parlé des joueurs, de sa politique au niveau du management. Maintenant je voulais parler de sa politique de coach, vraiment sur la tactique qu'il met en place dans les matchs. Et c'est là où je suis content qu'on joue contre eux cette fois-ci, pour peut-être qu'on va pouvoir profiter des lacunes que je trouvais qu'on avait quand on jouait contre des grosses équipes. Son marquage individuel, son fameux marquage individuel. Au passage, j'ai jamais vu Guardiola jouer avec un marquage individuel tout terrain. Mais bon, ce fameux marquage individuel, ça marchait déjà parce qu'il avait de bons joueurs à l'OM, et ça marche aussi contre des équipes, on va dire, moyennes. Dès que tu te retrouves contre des équipes où il y a de grosses individualités, ça veut dire que tu acceptes de jouer en duel dans toutes les zones du terrain, et 1 contre 1. Et là, quand tu joues contre une équipe comme l'OM, avec les qualités tactiques et techniques, surtout de certains joueurs, j'attends de voir, justement, et c'est ce que je reprochais. Tu serais déçu qu'on n'en profite pas, quoi. J'estimais qu'on était mort d'entrée. Au début du jeu, déjà, on était mort parce que les joueurs parisiens allaient prendre le dessus individuellement sur leurs adversaires. Surtout contre Paris, pour revenir sur ce match-là, tu avais Mendy et Djedjedje qui étaient au marquage des milieux parisiens. Qui voyaient Djedjedje suivre Marco Verratti sur tout le terrain. Mais ça avait failli marcher quand même sur ce match au Vélodrome. Non, moi je trouve qu'il a fait en deuxième mi-temps. Moi je trouve que honnêtement on peut revoir le match, mais tu gagnes à la mi-temps, et c'est vrai que c'est ce qu'on retient dans les faits, mais en fait ils reprennent l'avantage 3-2, c'est pas un coup franc à la dernière minute de la dernière chance, c'est dès la 47e, c'est-à-dire qu'ils auraient pu prendre l'avantage, ils avaient encore le temps. Moi ce que je veux te dire, Romain, vas-y Jacques, 67 millions et demi d'investissement, le classement actuel, 19e. La façon de jouer, si c'est un entraîneur français qui fait ça, c'est fini. C'est fini. Là, aujourd'hui, il a un crédit, cet homme-là, qui est incompréhensible. Je ne le comprends pas, ce crédit. D'où ça vient? Il a ce mérite de dire dès le départ qu'il est là pour installer quelque chose sur le long terme. Oui, mais à lui, on lui donne l'autorisation de s'inscrire dans la durée. Il se blinde aussi pour ça, avec ses adjoints et avec un contrat. C'est peut-être aussi pour ça, pour avoir l'assurance de pouvoir être sur la durée. C'est pour ça que moi, je dis, je ne veux pas l'enterrer, mais comme ça serait un entraîneur français, et je dirais, moi, je suis pour le renvoi d'aucun entraîneur à partir de septembre-octobre. Pour moi, si on se retrouve dans une situation de dire on veut dégager un entraîneur en septembre-octobre, c'est que le travail n'a pas été fait avant, c'est qu'il n'y a pas que l'entraîneur qui doit partir, parce qu'il y a ceux au-dessus qui ont leur part de responsabilité
responsabilité. Mais tu vois, Metz, là, déjà, l'entraîneur, il est parti, c'est un Français, allez, dehors. Je pense qu'il a ingrédié. Je comprends pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. Voilà, là où ça s'explique pour moi, pour Metz, à voir jouer les équipes à Bielsa. Metz, ils n'ont pas de projet. Je veux pas être méchant avec les Messins, mais Metz, le projet, c'est la survie. C'est on se débrouille, on essaie de faire un truc. Donc, que eux jouent, entre guillemets, au choc psychologique, ça peut se comprendre. Et là, à ce moment-là, ça se justifie, entre guillemets. Mais un club qui aspire à être dans les 5 premiers, ils peuvent faire ça. On t'entend, je crois, sur le plateau. C'est Nicolas Chabert qui fait une intervention. Voilà. Dis-moi ce que tu voulais me dire dans l'oreillette, vas-y. Pendant que Babou, nous donne encore un avis peut-être sur... tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de cas Doria. Moi, j'ai l'impression, le cas Thiago Maia, ou alors il l'a voulu. Et c'est grave de vouloir un milieu axial à 14 millions d'euros et de ne pas le faire jouer à ce poste-là, de ne pas avoir identifié que tu avais besoin d'un arrière-gauche. Et si jamais c'est parce qu'il ne le voulait pas, là, il ne le laisse pas sur le banc comme Doria. Le gars, on lui met peut-être ce joueur-là dans les pattes, il le fait jouer arrière-gauche, c'est un milieu axial. Honnêtement, j'ai déjà vu souvent des ailiers se reconvertir, c'est des joueurs de côté, vraiment des joueurs de côté. Là, un joueur axial, un milieu défensif, que tu insistes à faire jouer à gauche et qui passe au travers à chaque fois, franchement, je trouve ça intéressant. C'est quoi, on en reparlera pendant qu'on fera les compos, mais un petit mot quand même sur Rudy Garcia, puisque il rencontre Bielsa. Est-ce que Bielsa, Romain ou Francis, est-ce que Bielsa, il a quand même pas moyen d'inquiéter l'OM avec son système, cette capacité à presser tout terrain? Tu penses que Garcia, il est vraiment au-dessus et que sur ce match, il n'y aura pas photo? Moi, je pense que ça va être surtout dans la détermination, encore une fois, des joueurs, c'est-à-dire la manière dont ils ont bien digéré le match contre Paris, et si ça leur sert de référence. Parce qu'effectivement, des joueurs comme Thauvin, qui ont bloqué les couloirs, qui ont fait un excellent match, il y a eu des matchs aussi où pour défendre, c'était plus difficile. Donc ça veut dire que c'est les joueurs qui ont la clé. Maintenant, s'ils continuent sur de la manière dont ils ont joué, je pense que Garcia n'aura pas de souci à reconduire la même équipe. On va voir la série, justement, en cours de Rudy Garcia, avec notamment son changement tactique qui a été opéré après Rennes. Ça fait déjà 8 matchs. Donc on joue dans ce 4-2-3-1. Jacques, tu disais, Bielsa, on a compris, c'est pas forcément ta tasse de thé. Est-ce que Rudy Garcia, c'est ta tasse de thé? Oui, c'est un garçon qui est quand même intelligent, intéressant, avec des résultats, comme disait Francis très justement tout à l'heure. Il a quand même dans sa tête, allez, je vais me remettre en cause, le schéma, je vais le changer. Il voit que ça marche pas, il en prend conscience. Voilà, on a affaire à quelqu'un d'intelligent. On a maintenant une équipe de l'Olympique de Marseille équilibrée. La clé, c'est qu'il a compris qu'au milieu, par exemple, avec Lopez et avec Sanson, il n'y avait pas d'impact. Et on était chaque fois troués, quoi. Je veux dire, les lignes étaient percées. Donc ça veut dire, il a changé, il a compris, il a mis du temps à comprendre. Il a mis du temps, ça c'est vrai, mais il a compris. C'est ce qui est déjà pas mal. Jamais trop tard pour bien faire. Je te vois faire l'amour, Romain. Ouais, il a mis du temps. Tu perds quoi? Tu perds 3 matchs sur la saison. Il a mis du temps, oui, quand même. Non. Oui. Non, je pense qu'il a mis du temps ou pas? Non, mais il a mis du temps, mais je pense que Sanson et Lopez, c'est des joueurs qui sont élégants. Moi, j'aime bien ces joueurs-là, mais les faire jouer tous les deux au milieu, même avec le Brésilien, c'est difficile. D'abord pour le Brésilien qui était obligé de jouer entre les deux défenseurs centraux pratiquement. Donc voilà, je veux dire, il a bien compris, quoi. Alors maintenant, Fabrice, conclusion. C'était c'est vrai qu'il a joué comme ça une demi-année, on va dire, avec Sanson et Lopez dans ce rôle-là. Et c'est vrai que ça t'a permis de gagner de nombreux matchs parce que tu avais cette maîtrise technique. Mais on s'était déjà aperçu quand même à ces moments-là l'année dernière que vainqueur tu manquais d'impact. Et là, c'est vrai qu'à un moment donné, là, on s'est rendu compte que les équipes comme Rennes, par exemple, en ont profité. Et ils se sont gavés. Merci messieurs, on reparlera de Bielsa évidemment dans cette émission puisqu'il y aura la partie avant-match, mais on va quand même faire un focus sur Patrice Evra qui a une chance de jouer quand même dimanche du côté du stade Pierre-Mauroy puisque, on le rappelle, Jordan Amavi est suspendu. Patrice Evra devrait jouer dimanche ou pas, Romain Canuti? Oui. Pour toi, il n'y a aucun doute possible parce qu'on lit quand même qu'il y a des autres solutions possibles. Il n'y en a pas en fait d'autres solutions possibles, je vais te le dire. Alors oui, tiens, tu peux toujours faire jouer Mateusz Doria, mais tu n'écartes pas un joueur pendant un mois pour le ressortir et le faire jouer à un poste qui n'est pas le sien. Impossible. Rokia, tiens, beaucoup nous disent. Il y a eu un sondage cet après-midi sur le Fossé, une consultation. Je l'ai vu. Rokia, c'est récolté la moitié des suffrages. Alors c'est très séduisant, mais déjà pour ça, il faudrait qu'il soit pour lancer un jeune, il faudrait mieux le lancer alors qu'il est en pleine possession de ses moyens.
Là, actuellement, c'est pas le cas. Il sort d'une blessure au pubis. Il a raté les 2 derniers matchs de l'équipe CFA. Il n'a pas signé son contrat aussi. National 2. Voilà, bon, après ça, le contrat, mais même au-delà du contrat, je pense qu'il aurait signé son contrat. Voilà, les choses se font dans des étapes. Tu lances un jeune dans les meilleures conditions. Donc, et là, pour lui, ce n'est pas les bonnes conditions. C'est Doria en plus fort. Oui, ouais, mais si non, tu veux, c'est pas possible, c'est pas lui rendre service et c'est pas son poste non plus. Après, vraiment, puis mets-toi aussi dans la tête de Patrice Evra, t'as un joueur là, si tu fais jouer un Abdenour à son poste, voilà. Enfin, tu vois, rappelle Fabrice Apruzez à ce moment-là. Enfin, tu vois, ça, on a fait jouer Doria à la place de Bedimo la saison dernière à un moment. Oui, mais parce que Bedimo n'était pas en pleine possession de ses moyens. Là, si Evra, et de toute façon, on se prépare pour ce match-là, je pense qu'il est là pour dépanner. Je pense même qu'il va se faire un plaisir de montrer qu'il va essayer de donner le maximum et de montrer une image professionnelle, ce qu'il a toujours... Je pense que c'est un joueur qui est suffisamment orgueilleux pour faire sur un match. Parce que je considère aujourd'hui qu'il est plutôt vers la fin que vers le début, quoi. On sera tous d'accord. Il a quelques lacunes. Et en plus, je veux dire que les 2 centraux, compte tenu du fait qu'ils sont pas très vite, il n'y a personne qui arrive à le compenser non plus. Mais, je veux dire, sur la motivation et sur son orgueil, il est capable de faire un grand match. Maintenant, il ne faut pas compter sur lui sur toute la saison, quoi. Je pense qu'à ma vie, c'est lui le titulaire. Jacques, tu voulais Moi, intervenir? je prendrais une décision nette, claire et précise. Evra, c'est fini. Chaque fois qu'il rentre, mon côté gauche, il est déséquilibré. Au moins, c'est tranché. C'est fini, j'en parle plus. Je prends le petit Camara, je dis écoute, dépanne-moi sur ce match-là, arrière-gauche. Je pense que Camara, arrière-gauche, il est capable de faire au moins aussi mal qu'Evra. Aussi mal Mais il y a une chance, c'est qu'il est plus jeune, quoi. Oui, mais... C'est Rudy Garcia qui en parlait, qui disait qu'il aurait pu faire rentrer, s'il y avait eu un pépin contre Paris, je crois, faire rentrer à tous les postes de la défense et du milieu, et c'est vrai que je pense que c'est l'option la plus probable en cas de forfait d'Evra également. Le joueur Evra, mais surtout son positionnement, c'est un arrière-gauche qui se retrouve hors jeu, Romain. J'ai jamais vu ça. Tu as un déséquilibre dans ta défense. Il monte beaucoup moins qu'avant quand même. Oui, mais ça fait du mal à revenir. Même en position défensive, il est encore trop haut. Il garde ce souci qu'il avait, mais ça il l'avait déjà, mais il compensait énormément par ses qualités physiques, mais il se retrouve souvent entre deux, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment sur l'ailier qui va déborder, qui va centrer, donc il va pas vraiment couper le centre et l'empêcher de centrer, mais il n'est pas non plus dans la surface et à la tombée, il est un peu toujours entre les deux. L'illustration, voilà. C'est le but à Salzbourg. C'est ça. Voilà. C'était à Salzbourg. Quand on est défenseur, on parle toujours, et Francis me rejoindra, je pense, d'une distance de marquage. Cette distance de marquage, voilà. C'est 2 mètres, 1,50 m, on te dit, allez, avance. Là, c'est 6 mètres, 5 mètres, c'est pas possible. Il ne défend jamais. Il a jamais su le faire, Evra, ça? Non, si, quand même, ça a été, il faut pas dire le contraire, ça a été un grand joueur, quoi, je veux dire, il faut pas non plus. Le problème, c'est qu'à 35 ans, on n'a plus les mêmes facultés physiques. Lui, il est capable je veux dire, moi, je pense très sincèrement que sur un match, avec son orgueil, il est capable, alors on verra lundi, mais il est capable de faire un bon match. Fabrice, déjà que je pense que c'est quelque part le fait qu'Evra joue ou ne joue pas, s'il est en pleine possession de ses moyens, s'il ne joue pas, c'est un aveu complet de dire voilà, maintenant on compte même plus sur lui. Dimanche, c'est que c'est fini. Voilà, on compte même plus sur lui en numéro 2, ça veut dire que c'est terminé. Par contre, c'est vrai que si Garcia compte toujours à ce qu'il soit concerné, il le fera, il le mettra titulaire. En un mot, voilà. Garder Evra pour son expérience ne permettra pas à Amavi et Rokia de plus progresser, nous dit. La question va se poser, je pense, au mercato d'hiver. Tu crois? Ça veut dire, est-ce que Evra, on cherche quelqu'un à sa place à lui? Est-ce qu'on commence petit à petit à intégrer Rokia à ce moment-là? Est-ce qu'Evra a une porte de sortie ou pas? Mais je pense que là, peut-être. Mais il a signé son contrat, le petit Rokia? Non, pas encore. Justement, aussi, ça va dépendre de sa dirigeance. Explique-nous ça. C'est une question hyper importante, c'est-à-dire que vous proposez à un joueur un contrat professionnel. Bon. Alors bien entendu, aujourd'hui les joueurs, les jeunes, ils ont des managers qui demandent de plus en plus et qui sont toujours démesurés. Alors ils commencent à faire des comparaisons, tu vois, celui-ci il gagne tant, toi tu dois gagner tant. Et le rôle du dirigeant, c'est non pas d'essayer de le payer le moins possible, mais d'être dans des règles tout à fait normales de progression, quoi. Après tu prouves, quand tu vas prouver, on parlait tout à l'heure hors truc de Assou et Koto. Bon, un latéral gauche aussi, tiens. Un latéral gauche, c'est pour ça que je le cite un exemple. Au début, ça a été
mais ça a été très difficile et à la fin on a été obligé de le faire partir à Tottenham malgré le fait qu'on l'augmentait pour le maintenir. S'il veut pas signer son contrat, faut pas le faire jouer. C'était à Lens. Oui, c'était à Lens. Non, mais s'il veut pas signer son contrat, il faut pas le faire jouer. D'accord, très bien. Au moins la vie est tranchée. Messieurs, on finit cette partie avec une stat qui va peut-être vous surprendre, mais voilà. Avec Patrice Evra et sans Patrice Evra, les statistiques sont. Je voudrais savoir les adversaires. Les statistiques, on leur finit à ce qu'on veut. Parce que je voudrais savoir les adversaires avec Evra. Oui. Très bien. Bah oui, c'est 2 défaites. Ces derniers temps, il a joué plutôt en Europa League, plus que dans les. Il a perdu déjà contre Salzbourg et l'autre, je l'ai pas en tête. Peut-être Rennes, tu me disais Romain tout à l'heure. Voilà. Après, il a eu l'avantage aussi de ne pas être là contre Monaco. Ça fait une défaite de moins pour lui. Voilà, c'est pas aussi tranché que cela peut y paraître quand on évoque le duel à ma vie. Evra, messieurs, je vous propose, parce que l'heure avance, d'avancer aussi dans cette émission et d'évoquer le cas André-Franck Zambo-Anguissa. La question est simple, messieurs. On découvre un André-Franck Zambo-Anguissa de plus en plus fort. Jusqu'où peut-il aller, André-Franck Zambo-Anguissa? Tiens, Jacques. On en avait parlé avec dans la précédente émission. Oui. Je vous avais dit tout ce que je pensais, tout le bien que je pensais de ce joueur. Et moi, je pense. Est-ce que tu penses encore plus de bien depuis 2-3 matchs? Mais oui, j'en pense plus de bien parce qu'il est à côté d'un très très grand joueur et il va pouvoir progresser parce qu'il est à côté de Gustavo. Gustavo contre le Paris Saint-Germain, on a vu l'étendue de son talent. Ça a été pour moi un très bon joueur sur ce match. Il a été époustouflant et Zambo, il va pouvoir progresser à ses côtés. Babou, tout le monde peut être au niveau de Zambo quand il y a Gustavo à côté? Non, pas tout le monde, mais avec un Gustavo, t'es toujours meilleur que quand il est pas là, et ça s'est vu d'ailleurs quand Gustavo. À Strasbourg. Ouais. Donc non, je suis d'accord aussi. Je pense qu'il a encore une marge de progression hallucinante, et quand tu vois un petit peu encore hallucinante parce que quand tu vois sa nonchalance encore, et quand tu vois ce qu'il est capable de faire quand il met une haute intensité, quand tu vois dans les contacts ce qu'il est capable de mettre, et je pense qu'il le met pas tout le temps et pas constamment sur un match, et je pense que ça c'est des choses qu'il doit faire progresser. Réponds à la question, jusqu'où André-Franck Zambo-Anguissa selon toi? Jusqu'où Il peut aller jusqu'où? Ça peut être quoi? Aller jusqu'à l'équipe de France si c'est ta question. Merci beaucoup. C'était pas ma question. Non, mais on cherchait. Je peux dire des bêtises. Pour te donner un exemple, c'est vrai que j'ai un petit peu râlé moi à la fin du mercato, le fait qu'on n'ait pas recruté un milieu de terrain, parce que pour moi c'était un gros manque. J'avais vraiment l'impression qu'il manquait ce joueur à côté de Gustavo qui allait pouvoir être le pendant de ce joueur-là et aussi remplacer Gustavo. Je reconnais que grâce à le fait qu'on n'ait pas recruté ce joueur, ça a permis à Zambo et à Camara aussi de sortir un petit peu de leur trou et de se faire une place dans cette équipe. Ça permet toujours pas de remplacer Luis Gustavo quand même. Tu le vois aller jusqu'où? Ça peut être quoi? Un mec qui peut jouer au Real, un mec qui peut jouer en Angleterre? Tu sais ce que ça peut être? À l'OM, c'est déjà bien. Ça peut être, voilà, qui joue à l'OM, c'est déjà bien. Pour moi, ça peut être Charles Caboret. Donc là, tu vas rigoler, tu vas me dire, j'espère mieux quand même. Parce que lui aussi, on attendait beaucoup, et à un moment donné, il a stagné. C'est là où il faudra peut-être faire une différence avec Zambo-Anguissa, mais il faut pas oublier. Michelista, va un peu plus loin que vous, messieurs. D'ailleurs, posez vos questions. #LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum. Yaya Touré nous dit carrément. Oui, Yaya Touré. À l'époque, Caboret, on nous disait aussi, il était suivi par le Barça. Voilà. Calmons-nous. Je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer. Zambo, quand je fais le parallèle Zambo-Caboret, il ne faut pas oublier que quand l'OM est champion en 2010, celui qui est titulaire dans l'entrejeu, c'est Caboret, à la fin dans le fameux rush final où tu fais toutes tes victoires, où tu dépasses Bordeaux. C'est pas Benoît Chéroux qui a glissé sur le banc, désolé Babou. C'est Charles Caboret. Et Charles Caboret, il permettait à Lucho de bien jouer, comme je pense Zambo permet à Luis Gustavo de bien jouer. C'est pour ça que je dis c'est un joueur de club. Il s'inscrit dans un club et à terme ça peut devenir un excellent. Tiens, on en parlait tout à l'heure. À l'époque, il y avait un joueur qui était passé par Lens aussi, formé à Marseille, c'est Seydou Keita. Donc là, c'est un profil totalement différent. C'est fort aussi. Là où je dis, évidemment non. Là où je le compare, c'est que à Barcelone, dans les grandes années Guardiola avec le fameux gain de 2 Ligues des Champions, Seydou Keita, c'était le meilleur 12e ou 13e joueur d'Europe. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans le 11 titulaire, mais il jouait quasiment toutes les rencontres et il était indispensable à Barcelone. Et je me dis que Zambo-Anguissa, tu me dis jusqu'où ça peut aller. Ça peut être un très bon 12e, 13e homme dans un OM qui monte encore en régime, dans le sens où il peut être ce joueur qui n'est pas titulaire, mais voilà, dans les phases comme en ce moment, c'est le milieu travailleur. Parce que sur le papier, tu vas pas comparer par exemple Zambo et Sanson.
techniquement, tu vois ce que Sanson est capable de faire. Zambo, c'est pas du tout la même catégorie. Mais voilà, dans des périodes où il faut mettre le bleu de chauffe, où il faut aller au contact sur Paris sans réfléchir pendant 90 minutes, t'es bien heureux d'avoir Zambo. Moi, il faut que Paris un peu, quoi. Moi, je demande à voir. Je demande à voir parce que le match contre Paris, il est dans son élément. C'est comme on dit chez nous, c'est dans un match où on met des pains, c'est dans un match où il faut être costaud. C'est son vrai point fort. Là où je suis beaucoup plus sceptique, et c'est pour ça qu'il faut absolument pas le comparer à Seydou Keita, c'est que sur le plan technique et sur le plan de la lucidité, quand il a le ballon dans les pieds, il manque de lucidité. Il fait quelquefois, même souvent, des passes. Il va progresser, c'est pas ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis, je demande à voir. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est joueur de Ligue 1, quoi. Pour moi, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais je demande à voir sur le reste, quoi. Il va falloir qu'il progresse sur beaucoup de points hors l'impact. Jacques n'a pas encore répondu à la question. Jusqu'où, André Franck Zambo? Dans la marge de progression, si tu veux, il faut qu'on mette une échelle ou un objectif. Ok, jusqu'où il peut aller. Allez, on va mettre Bakayoko de Monaco, qui reste quand même un joueur très intéressant. Est-ce qu'il a les capacités d'arriver jusqu'à Bakayoko? Est-ce qu'il a une marge de progression pour arriver à Bakayoko? La réponse est oui. Effectivement, il n'y est pas encore au niveau de Bakayoko, mais je pense qu'il a une marge de progression importante qui peut lui permettre dans les années à venir de rejoindre, peut-être pas au niveau de Bakayoko, mais peut-être juste en dessous. Bon, moi, je lui souhaite, mais donc je demande à voir. Il joue par contre, effectivement, et ça passera uniquement. Là, le fait qu'il joue à côté de Gustavo, si on arrive à l'installer dans la durée, je pense que pour lui, ça va être une très très bonne chose. Qu'est-ce qu'on va faire de Sanson alors? Parce qu'il y a la gestion du groupe. Tu te rappelles, puisqu'on parle de Zambo, quand tu te rappelles que Sunderland avait acheté Ndong, vous vous souvenez là de Ndong à Lorient sur 15 millions d'euros? L'homme frite, exactement. La grande barquette. J'ai quand même bon espoir que Zambo, tu puisses en tirer un prix, parce que pour la première ligue, c'est très cher. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours des exemples qui peuvent nous donner raison. Hein. On va tous choisir des exemples comme ça. Moi, je pense qu'il faut qu'il reste encore à Marseille, à côté de Gustavo, pendant 2-3 ans, voir un peu quelle est sa progression. Alors après, peut-être qu'il va bien progresser, mais il faut qu'il joue et qu'il joue. Sur la lucidité aussi. Sur Babou. Sur la lucidité. Je trouve que c'est exactement ça qu'il faut qu'il travaille. C'est ce qu'on avait dit un peu pour Maxime Lopez aussi à un moment donné. Il va falloir qu'il commence à être un peu décisif dans la zone de vérité. Je te laisse répondre après, on finit ce débat. Non, mais moi je disais, c'est dans la lucidité. Il est dans l'impact, il est parfait dans les duels aussi, mais dans la lucidité, quand il a un ballon, il perd souvent, pas toujours, mais il perd souvent sa lucidité pour faire la dernière passe. Et dans la zone devant, il n'arrive pas à être très bon. Très bien, messieurs. Tiens, dites-nous, hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum, jusqu'où André Franck Zambo Anguissa? On diffusera quelques-uns de vos messages dans la partie questions-réponses, on verra vos avis. Voilà, jusqu'où vous voyez arriver Franck Zambo Anguissa? On a eu, tiens, il me fait penser à Yaya Touré, on a du, est-ce qu'il peut arriver à Bakayoko? On a du Babou qui s'est pas trop mouillé, on a du Romain Canuti qui nous dit peut être un très bon 12-13 dans un très gros OM. Et on a Francis qui est encore un petit peu sceptique. Voilà, jusqu'où voyez-vous André Franck Zambo Anguissa? On passe tout de suite à l'avant-match. Pour cet avant-match, j'appelle à la barre le duo Babou-Jacques. Ou Jacques-Babou. Ouais. Jacques-Babou, c'est pas mal. Jacques-Babou, ça c'est un titre de dessin animé, ça. Ça ressemble. Messieurs, on va vous présenter la compo du LOSC. Possible, parce que Marcelo Bielsa, tu le disais Fabrice, change souvent, on ne sait pas trop comment il change, les milieux, les pas milieux, les arrières droits, les arrières gauches. Voilà. C'est vrai qu'à l'OM, il y avait quand même une certaine réussite en mettant Dimitri Payet au poste numéro 10, qui s'était révélé notamment en deuxième partie de saison. Là, Benzia numéro 10, je peux vous dire que moi, j'y crois pas du Babou. Non, c'est juste une observation, un préliminaire. Il n'y a pas de préambule. Il n'y a pas de souci, Romain. Jacques Babou, alors, expliquez-nous un peu cette tactique. Tiens, carte blanche, vous vous faites plaisir, vous répondez. Expliquez-nous là, parce que si Jacques peut l'expliquer, moi j'ai toujours pas compris le 3-3, enfin je sais pas combien de 3-1, parce que c'est... Il y a que El Loco qui peut vous expliquer ce positionnement, ces espaces, ces joueurs qui jouent pas leur bonne place. Et pourquoi ça a marché avec le Chili par exemple? Parce que ça a marché avec le Chili, c'était séduisant.
Oui, mais c'était il y a combien d'années Oui, voilà, il a plus le même âge, il est devenu totalement différent. Je le vois dans les rapports avec la presse, dans les rapports avec les joueurs, dans la communication avec tout le monde. Écoutez, je suis désolé, mais c'est pas quelqu'un avec qui c'est vrai que c'est impossible, Fabrice, juste Romain, je te redonne la parole. C'est impossible que ça fonctionne, le système Bielsa, pour toi, objectivement. Tu disais ça a marché avec le Chili. Moi, je pense qu'il y a quand même des particularités selon les équipes. Le Chili, déjà, c'est une mentalité avec comme on dit, la grinta, des joueurs ultra défensifs qui savent défendre comme personne, et l'avènement quand même de joueurs comme Vidal et Alexis Sanchez qui étaient hors normes aussi. Il avait des mecs comme Isla aussi, des mecs polyvalents. Moi, là, dans ce 3-3-3-1, là, je sais pas quoi, c'est toujours ce rôle que jouait Imbula à l'OM et qui est tenu par Thiago Mendes. Il est tout seul au milieu de terrain. Et je me souviens qu'on pestait contre ça, c'est-à-dire que si on joue bien le coup, Payet, Zambo et Luis Gustavo, ils vont avoir énormément de latitude pour manœuvrer dans ce milieu de terrain, parce que Thiago Mendes tout seul s'en sortira pas. Benzia fait pas trop les efforts. Romain, ce que je voulais dire par rapport à l'âge, et c'est un facteur important qu'évoquait Jacques, Francis a connu ça à Lens, avec un entraîneur qui avait eu beaucoup de succès qui s'appelait Giroud. Et quand il est arrivé, c'était une erreur de casting, et Giroud avait expliqué qu'il n'avait plus c'est l'âge de ces jeunes, de ces périodes fastes à Auxerre, et que du coup, par rapport dans son rapport avec les joueurs, il n'arrivait plus, quand il poussait par exemple une gueulante, à sensibiliser ses joueurs comme il arrivait à le faire à Auxerre, et c'est pour ça que ça n'avait pas marché à Lens. C'est aussi possible de se dire que Bielsa, parce qu'on parle du Chili, le Chili c'était en 2010, il y a quand même 7 ans, voilà, il y a une différence aussi, que là ça peut rentrer en compte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un système doit être adapté à la qualité de ses joueurs. Et vous imposez pas un système à des joueurs, c'est Benzia, qui c'est qui va défendre au milieu là, moi je sais pas quoi non plus. Alors là-dessus, parce que visiblement je ne suis pas dans ton cœur pour ce qui est analyse tactique, j'ai bien compris Romain, je vais quand même essayer juste à faire comprendre exactement ce système. Mais tu es quand même dans mon cœur. J'essaye, voilà, ça, je vais essayer humblement. Le système de Marcelo Bielsa, parce que je l'ai un peu regardé quand il était entraîneur à l'Olympique de Marseille. L'idée, c'est d'avoir un joueur en supériorité en défense, c'est-à-dire que l'OM jouant en 4-2-3-1, on va partir du principe que c'est Mitroglou l'attaquant, Alonso et Yé seront les deux joueurs qui seront sur Mitroglou. Amadou montera à la hauteur de Thiago Mendes pour lui prendre Payet. Il laissera Thiago Mendes prendre au-dessous avec Benzia les deux milieux défensifs de l'OM, donc qui seront probablement Amadou, c'est Romao un peu alors. Si voilà, exactement, c'est le joueur qui peut jouer le voltigeur, celui qui joue en défense et au milieu de terrain. Voilà, les deux Thauvin et Payet seront pris par les latéraux ou latéraux d'infortune comme les Benzia sera sur Gustavo. Voilà, d'accord. Avec Thiago Mendes, à mon avis, Benzia sera plus sur Zambo, et Thiago Mendes sera plus sur Luis Gustavo, dans l'idée de ce qu'était le chemin. Si je suis joueur à Lille, moi j'ai mal à la tête. Je prends un cachet, je dis excusez-moi coach, là j'ai pas tout compris. On rappelle que souvent les équipes contre l'Olympique de Marseille, notamment je vais donner une équipe au hasard, Montpellier, cette année-là qui avait fait 2 victoires, jouait avec 2 attaquants à chaque fois pour justement contrarier les plans le truc, c'est que du coup, ils mettaient 2 attaquants pour que l'OM joue avec 3 défenseurs centraux. Là, sachant qu'à l'OM, il n'y a qu'un attaquant. Je sais pas s'il met ça en place face à l'OM avec Amadou montrera mais ça c'est difficile honnêtement. Quand on est joueur, moi je jouais milieu défensif, cette zone là je la connais un petit peu. Honnêtement c'est très compliqué de jouer à la fois milieu défensif et libéraux selon l'adversaire. Quand il y en a un qui arrive tu joues libéraux, mais quand il repart tu passes milieu défensif. On l'avait vu avec Romao qui avait eu du mal. J'ai eu la chance de travailler avec Roland depuis très longtemps. Il n'y a pas longtemps sur le fossé, Roland. Et quand je vois et j'écoute Roland travailler sur son équipe, sur ses adversaires, c'est tout le contraire de ce que fait Roland. C'est déjà. On rappelle que c'était adjoint, non pas adjoint. Ah oui, adjoint, on peut le dire aussi. C'est coordinateur sportif. Ami, mais faites un mix de tout ça. Lors des dernières aventures de Roland notamment. Voilà. Donc il faut travailler sur les équipes, sur les adversaires. Là déjà, la mise en place. Donc je te fais une mise en place, mais par contre attention, tu te mettras pas là. Il faut que tu. Non. Il a réussi avec le Chili. Le Chili, c'est une sélection, ce n'est pas un club. En club, vous avez les joueurs toute la journée, toute la semaine. C'est compliqué. Après, vous les saoulez, les joueurs. Là, lui, il les avait uniquement de temps en temps en sélection. C'est beaucoup plus simple. Tu me rejoindras peut-être, Francis. Mais je pense qu'il a un autre handicap que personne ne soupçonne. C'est le problème de la langue. C'est-à-dire que pour faire passer un message à ces joueurs, il y a des moments, il y a de la chaleur, il y a de la puissance, il y a de l'impact sur le caractère du joueur.
Et lui, il parle pas. En même temps, là, il y a beaucoup de les Alonso, les Thiago Mendes, Thiago Maia, Araujo. Voilà. Mais c'est original parce qu'il n'y a pas un seul Argentin ni un seul joueur. Je pense que le problème pour l'entraîneur, c'est difficile de faire passer le message aussi avec un traducteur, quoi. C'est pas le même. Mais ça, je l'ai vécu. Quand on était au Niger ou quand on était en Algérie, certains joueurs, si tu veux, qui venaient dans l'Algérie des endroits un petit peu plus reculés, et que le message devait être passé par l'adjoint que nous avions, qui s'appelait Bilal Zeri. C'était pas du tout fait comme le fait Roland. Donc le message, quand il fait des causeries, et à un moment donné, c'est chaud, hein, il faut dire la vérité, c'est chaud. Hein. Bon, et ça, tu peux pas le faire passer s'il dit à Jacques, dis-le à d'anglais, quoi. Surtout, attention, j'ai vu qu'il avait un traducteur cette saison qui prenait vraiment la posture de Bielsa à chaque fois qu'il traduisait. Quand Bielsa était en colère, il était en colère. Enfin, je trouve que le traducteur est un bon acteur. On est compte où on en est en tout ça là-dedans. Oui. Alors qu'il faut tout simplifier pour pouvoir redresser la barre. Faisons des choses simples. La compo de l'OM et puis le classement pour voir justement l'importance de ce match, que ce soit pour Marseille et pour Lille. Voilà, la compo de l'OM, c'est du classique. On va peut-être même pas la commenter. Ça sera certainement le 11 de base maintenant de Rudy Garcia, avec Ocampos et Thauvin notamment sur les côtés, et puis une charnière Rami-Rolando qui a fonctionné contre Paris, qui devrait être reconduite. On verra ça au coup d'envoi dimanche à 21h. Mais le classement, il est intéressant puisque j'avais une question à poser, à vous poser. Allons-y. Qu'est-ce que vous pensez de Mitroglou? Ah ben, il a pas c'est une question, je sais pas, 15 millions d'euros plus ces 4%. Enfin, les 50%, il les payera pas. C'est une question sans réponse. C'est une question sans réponse. C'est très dur de donner un avis pour l'instant. Vu qu'on est passé rapidement sur la compo, mais moi je trouve que je me pose encore plus de questions que pour les autres. Quoi. Je veux dire, Mitroglou, si on met les trois, Francis, Germain, NJ, Mitroglou. Mitroglou, il est combien? Numéro 3. Moi, je mets en ce moment, la forme actuelle, je mets NJ derrière Germain et Mitroglou en troisième. Après, peut-être qu'il lui donne du temps de jeu. Effectivement, peut-être qu'en ce moment, il est numéro 3 dans la hiérarchie. Peut-être qu'il revient de très loin physiquement. Et peut-être qu'en lui donnant du temps de jeu là, et en le faisant passer un peu pour ce gentil Pato qu'il est devant, il va, Pato pas le joueur, il va progresser et il va s'affirmer comme numéro 1. Parce qu'on sait que rien ne remplace le rythme de la compétition. Et peut-être qu'en le jouant là, en l'envoyant entre guillemets à l'abattoir sur ces grosses rencontres, il va physiquement prendre voilà. On va regarder le classement, on est vraiment en retard sur l'émission, messieurs, je suis désolé. Le débat Mitroglou sera forcément relancé dès lundi, puisqu'on aura vu un match de plus de notre grec de l'Olympique de Marseille. Voilà, l'OM 18 points, Lyon 19, Nantes 20 et Monaco 22, peut-être pour les places atteignables éventuellement. On a vu Saint-Etienne juste derrière. Et puis Nice, dont on parlera dans quelques minutes, qui a 10 points, et Lille 6 points. La situation effectivement est mais un match en moins du coup. Mais un match en moins effectivement face à Amiens. Oui, mais à la limite s'ils le gagnent, ça leur fait que 9 points. C'est vrai, voilà, donc toujours relégable évidemment. Le calendrier pour finir de l'Olympique de Marseille sur les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois. Les prochains jours plus exactement. 3 matchs avant la trêve internationale. Lille donc, le Victoria Guimarães et la réception de Caen qui sera à 17h au Stade Vélodrome le 5 novembre. Et puis une trêve et 2 déplacements corsés du côté de Bordeaux. Le fameux Bordeaux-OM, on aura l'occasion d'en parler évidemment. Et Konyaspor en Europa League. On passe tout de suite à une partie médias. Est-ce que l'OM est méprisé par les médias en général? C'est une question qu'on avait envie de se poser aujourd'hui. Partie rapide, mais il faut en toucher un mot parce qu'on a été assez surpris, vous aussi surtout, des réactions des médias à l'issue de Marseille-Paris-Saint-Germain. Beaucoup ont parlé surtout de Paris et pas forcément de la qualité du match de l'OM. Donc voilà, je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous qui êtes des observateurs du football, forcément, vous regardez la télé, vous écoutez la radio, vous suivez le talk, bien sûr. Est-ce que vous êtes surpris par ce que vous avez pu entendre, lire? Tiens, Romain, toi, je vais commencer avec toi parce que tu fais partie de ce cirque médiatique, oui, j'ai envie de dire. Est-ce que tu es surpris du traitement qu'il y a eu? Parce qu'il y a eu quand même un traitement un peu spécial, non, ces dernières semaines, et surtout après Paris aussi. Il y a quand même pour comprendre en fait à l'intérieur comment fonctionnent les rédactions, c'est peut-être pour indiquer comment ça se passe aux gens. Il n'y a pas vraiment de traitement. L'impression que ça donne, c'est juste en fait que Paris a totalement changé de dimension, mais même cette année encore avec Neymar, qui est beaucoup plus bankable que l'était Ibrahimovic, et puis Mbappé, voilà, c'est 400 millions d'investissements. Ça fait, et tu étais avec moi au Vélodrome de Blanchard, tu as vu qu'il y avait énormément de médias. L'OM avait dû même 200 changer, journalistes. Voilà, l'OM avait dû changer la disposition de la zone mixte pour accueillir
dire le nombre de personnes qu'il y avait. Il y avait combien de Brésiliens, il y avait des trucs, c'était une folie qu'on n'a jamais connue au Stade Vélodrome auparavant. Et ça prouve bien que voilà, nous, ça nous fait bizarre parce qu'on a toujours connu des OM Paris où on parlait autant de l'OM que du PSG, voire plus de l'OM. Mais là, Paris, c'est devenu quelque chose de mondial et les médias français, pour justifier ça, en font aussi des tonnes sur Paris. Mais ils en font des tonnes, il y aura un Paris-Monaco, il y aura un Paris-Lyon, vous verrez qu'ils parleront que de Paris et que Lyon pourra faire un très grand match contre Paris, on n'en parlera pas. Monaco pourra faire un très grand match l'OM de revenir contre Paris, au niveau de Paris, on n'en fera pas. Ça, c'est sûr qu'avec une victoire, mais même une victoire, on aurait parlé de l'errance de Paris, de l'expulsion de Neymar, plus que du match des Marseillais. Voilà, du penalty d'Amavi, voilà. C'est Paris qui est devenu, qui vend tellement. Je comprends donc. Je comprends la réaction des médias qui sont forcément dans des logiques d'audience, surtout qu'à des guerres de droits télé entre beIN Sport, Canal+, SFR. Donc ils sont tous dans une logique de rentabilité. Ils veulent faire le plus d'audience. Et malheureusement, maintenant, l'audience est plus comparable entre Paris et l'OM. Très bien. En un mot, tiens, Jordan, ton petit poulain de la Talk Academy, qui aime bien nous envoyer des petits tweets. Bien sûr, regardez Snatch, vous allez voir Brad Pitt, vous allez voir Jordan. Bien sûr qu'on est méprisé. Roten a dit qu'on n'a pas fait un grand match défensivement. On a été énorme. Et c'est aussi ça, le foot. Ouais, je le vois bien nous dire ça, Jordan. Merci pour ton tweet. Juste, on va avoir vos avis aussi, messieurs, sur cette partie. Et après, on passera à la partie suivante. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis assez... l'OM, est-ce qu'il est méprisé? Non, je pense pas du tout. Je pense qu'il garde son aura. Sauf que, comme le dit Romain, contre Paris, tous les clubs auront le même traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la Ligue nationale qui veulent renégocier les droits télé, tout le monde a intérêt à ce que Paris, on parle que de Paris, les droits internationaux. Mais après, je pense que l'OM n'est pas trop maltraité. Je pense que l'OM reste quand même un grand club qui a aussi une certaine aura. Mais Paris, aujourd'hui, c'est un peu des extraterrestres, quoi. Très bien. Mais vous voyez d'ailleurs les affiches de 21h de Canal, c'est rarement Paris, c'est souvent l'OM d'ailleurs. Mais parce que c'est les diffusions de matchs de Ligue des Champions. Parce que Paris doit jouer plus tôt. Paris ne peut pas jouer le dimanche soir quand il y a Strasbourg-OM. Oui, c'est parce qu'il y a un match de Ligue des Champions derrière. C'est pour ça qu'il y a Strasbourg-OM. en Ligue des Champions. Sinon, c'est toujours Paris. C'est toujours Paris. Tiens, Jacques. L'OM, est-ce qu'il est méprisé? Non, je pense pas. Je fais un petit coucou à Mathéo et Thomas, mes petits neveux qui sont des fervents supporters de l'Olympique de Marseille. Et pour eux, c'est Neymar, ça nous saoule. Un moment, ça va. Maintenant, ça commence à faire beaucoup, voire beaucoup trop. On a eu la chance avec Roland de partir en Afrique et on s'en rend bien compte que les enfants, les gens ont des maillots de l'Olympique de Marseille. Le club de l'Olympique de Marseille, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent. C'est mythique. J'ai vu au Sénégal des petits jouets. On a les joueurs. Oui, effectivement, il y en a un qui c'est Neymar, Cavani. Tout le reste, c'est l'Olympique de Marseille. Le club de l'Olympique de Marseille. Paris ne pourra jamais rivaliser sur l'Olympique de Marseille. Mais dans les médias alors? Moi, j'ai vu des Parisiens descendre, prendre le TGV pour venir à Marseille, des supporters marseillais installés à Paris qui viennent au Stade Vélodrome. Le stade en lui-même, excusez-moi d'en parler, quand on rentre, moi j'ai joué, enfin quand je dis moi, j'ai été dans une équipe adversaire de l'Olympique de Marseille. On est rentré avec Montpellier, 62 000 supporters, mais c'est hors norme. Quand vous rentrez dans ce stade, il n'y a rien de comparable. Hormis le Mouloudia d'Alger contre l'USMA d'Alger où il y a 102 000 personnes, mais c'est des stades qui sont hors norme. Très bien. Babou, est-ce que, pour finir, ça sera le mot de la fin de cette partie, l'OM, est-ce que pour toi, il est méprisé en ce moment par les médias? Alors, pas à l'issue du match, mais je trouve que l'OM a été un petit peu raillé, on va dire, un peu méprisé. Project. Voilà. Sur le prétexte de ce Champions Project, je pense qu'il y a beaucoup et c'est vrai que ça se passe beaucoup, la presse parisienne, on va dire, même les médias, certains trucs qui se passent le soir, une émission où certains consultants. Cite-les. Ouais, mais je t'avais déjà dit, par exemple, monsieur Favard, qui depuis le début nous répète que Luis Gustavo est un tocard. J'espère que là, il a bien regardé le match, parce qu'on l'avait dit déjà. Alors, je pense que c'est pas méprisé. Par contre, c'est vrai que à l'issue de ce match, moi, j'ai été assez impressionné par ce qui se disait, parce que je pense que beaucoup de consultants de ces émissions-là sont assez partisans. Et là, à chaud, on sentait des réactions qui étaient pas très honnêtes, notamment sur l'agressivité des Marseillais. Honnêtement, j'ai rarement vu un classico où il y a eu si peu d'agressivité, parce que l'OM n'a pas fait énormément de fautes. Et si on les écoute, Neymar a eu un traitement comme jamais il n'a eu en Espagne. Et ça, c'est pour le mot de la fin, par rapport à ce que disait Francis, parce qu'il y a aussi cette renégociation des droits TV à l'international. Si on a ce traitement médiatique, mais qu'à la fin, où on les laisse passer du Neymar matin, midi et soir, mais qu'à la fin, ça nous rapporte 30 millions d'euros de plus dans les caisses,
parler de Neymar. Allez-y. Vraiment, allez-y, on s'en fout. Merci messieurs pour cette analyse. On passe tout de suite à une partie qui sera courte. On va juste parler un petit peu de Nice qui est en galère en ce moment. Est-ce qu'il faut définitivement les enterrer? C'est la question de la 6e partie. Nice est-il un adversaire déjà oublié? On a vu le classement tout à l'heure. 10 points pour Nice, 18 pour l'OM. Précisons que Nice affronte Paris ce week-end et que l'OM joue donc contre Lille. Donc peut-être l'occasion de creuser encore l'écart. La mauvaise passe de Nice de Lucien Favre avec 4 défaites d'affilée, notamment 3 en championnat. Et en championnat, ça fait 1 point sur 12. Voilà, donc c'est des chiffres qui font quand même peut-être se dire tiens, on va commencer par Babou. Est-ce que Nice, c'est pas un adversaire de l'OM cette année? Nice jouera pas les premières places avec nous, ou pour toi, il faut pas les enterrer encore? Je trouve que ça va être compliqué pour eux quand même parce que quand on fait un début de championnat comme ça, avec tous les matchs qu'ils ont eu à faire en début de saison et avec des défaites qui ont fait très mal, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, certains joueurs qui n'ont pas été remplacés, d'autres qui, comme Seri, qui a eu un niveau énorme l'année dernière et qui a du mal à retrouver ce niveau-là. Je pense que ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ont quand même des manques à certains postes et ce qu'ils arrivaient à masquer l'année dernière, cette année, c'est criant. Fin de série, donc peut-être. Fin de série. Pour l'OGC. Jacques, on essaye. Au moins une fois par émission, comme ça, d'en placer un. Jacques, l'Europa League, parce que Nice est bien placé. On voit qu'ils ont perdu contre la Lazio, mais il me semble qu'ils ont écrasé des Belges, Zulte Waregem. Ils ont 5 points d'avance. Voilà, ils ont écrasé le Vitesse Arnhem. Ils vont passer. Oui, est-ce que c'est encore un boulet en plus pour les Niçois qui ont peut-être un effectif moins dense? Tout à fait. Cette année, ça reste un boulet pour eux. Je pense qu'ils n'arriveront pas au bout. C'est sûr, et dimanche soir on va se rendre compte du retard qu'ils ont pris et ça va être très très dur pour eux. Je pense pas qu'ils puissent pouvoir lutter avec Bordeaux, Lyon, l'Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain et Monaco. C'est pas possible pour eux cette année. Avis tranché, c'est parfait. Boulet, on peut pas dire que disputer la Coupe d'Europe c'est un boulet, c'est juste ça nécessite une organisation. Ils ont pris beaucoup trop de retard au départ et après je pense qu'ils risquent d'avoir comme Saint-Etienne l'an dernier, comme tu l'as dit, ils vont passer les poules, mais après regarde Saint-Etienne, ils ont joué Manchester United. Et derrière les joueurs, il y a une décompression parce que tu es dans le milieu de tableau du championnat et tu n'as pas cette grinta de te dire il faut gagner 10 matchs. Donc du coup, pour moi, ils peuvent revenir en fin de saison, mais il va falloir digérer cette Europa League. Ils ont un potentiel de jeunes intéressant. Ils ont notamment le jeune Marcel qui joue milieu offensif qui est très intéressant. Mais je pense que c'est trop tard parce qu'il y a 8 points de retard par rapport à l'OM, mais il y a cette Europa League à digérer. Et l'avis de Francis pour finir? Moi je pense aussi que c'est trop tard. Ils ont plusieurs difficultés. La première c'est que ils sont tellement mal classés en championnat qu'ils vont être obligés de jouer, d'avoir la meilleure équipe en championnat. Et s'ils veulent jouer une carte en Europa League, ça veut dire que l'effectif, ils risquent de pas beaucoup le faire tourner. Et comme déjà ils ont un effectif qui est pas très important, à mon avis ils vont être obligés de sacrifier une des deux compétitions et elle est toute trouvée, c'est l'Europa League. Voilà. Fabrice peut-être. Par contre, il y a la gestion aussi des dirigeants. Je trouve que il y a eu des départs qui n'ont pas été remplacés. Et puis on parlait du cas Seri. Et je pense que le cas Seri, moi, chaque fois qu'on a reproché, qu'on a voulu garder un joueur qui n'est pas parti pour aller dans un très grand club, ça s'est toujours mal passé après parce qu'il prend un coup derrière la tête. Et ses blessures, etc., c'est toute une conséquence du début de saison. Même si apparemment c'est plutôt Barcelone qui aurait refusé au dernier moment plutôt. Oui, non, on a fait attention. Là, après, moi je sais comment ça se passe. Dès que ça se fait pas. Dès que ça se fait pas, on dit à Barcelone, bon, ça s'est pas fait, vous dites que vous l'avez pas voulu, etc. Quoi. Non mais regarde, tu peux en prendre plein, les Kevin Hanna et compagnie, ça s'est pas fait avec Arsenal, derrière il n'y a plus de carrière. Quoi. Voilà. Oui, bon, ça a été plus grave pour Kevin Hanna, malheureusement. Oui, après mais c'était dans l'après. Effectivement, sa carrière, elle avait décliné. Ça gangrène un peu le vestiaire. Oui. Et le joueur surtout. Fabrice, il faut finir avec peut-être les latéraux qui n'ont pas été remplacés quand même. Les latéraux, je pense la défense en général, je pense que leur gros point noir cette année, et je pense qu'ils vont avoir du mal à se relever de ça, c'est qu'ils prennent beaucoup de buts et qu'on sent que derrière ils n'ont plus les repères. Même le gardien, cette année, il y a tout qui va très mal. Le latéral gauche, c'est compliqué aussi. Ils n'arrivent pas à intégrer Snyder. Enfin bref, ça va être dur. Donc pour vous, messieurs, Nice, ils sont en dessous clairement cette saison et ils reviendront pas à moins d'un miracle en fin de saison, comme le disait Romain. On passe à la partie questions-réponses. On va essayer d'en faire le plus possible, c'est tout de suite. Non mais moi j'ai vécu, c'est pour ça qu'il faut toujours travailler en collaboration avec le joueur. Le cas Sédou, ça a été un cas pour moi en particulier. Les Tony Véral qui était aussi, c'était pareil, hein, il était parti sur Lyon, enfin bon voilà. Il faut toujours après gérer Frédéric Dehu qui était parti à Barcelone aussi. On a eu tous ces contrat Dehu. Oui, mais on a eu
Vas-y, continue. On était toujours sur les joueurs. On a eu ce cas à trancher, c'est-à-dire qu'à la limite, on jouait à la Champions League cette année-là, on aurait pu se braquer avec Fred. On a dit à Fred, écoute, tu es un enfant du club, puisqu'il a fait toute sa formation là. Si tu dois partir et que tu es un grand club, tu pars. Maintenant, si c'est un club en bois, reste avec nous. Et voilà, c'est tout. C'est de la gestion, ça, je veux dire, humaine surtout. Très bien. On passe aux questions. La première, elle est signée Léo Chenard sur Facebook. Qui seront nos 3 principaux concurrents pour le podium selon vous? Ce qui veut dire que Léo place Paris et Monaco devant l'OM, quoi qu'il arrive. Si je comprends bien sa question, en tout cas, elle m'a l'air claire, ou pas. Je sais pas, moi je mets Monaco dedans pour le podium. La 2e et la 3e place, pour moi, c'est entre Lyon, Marseille et Monaco. Pour moi, pour l'instant, je pense que Nantes ne tiendra pas le rythme. Romain? Ouais, moi en 4e, voilà, si on en met un 4e. Si pour toi Monaco est devant, je mets Nantes. Voilà. D'accord. Moi aussi je mets Nantes parce que je pense que leur entraîneur a toujours de très bons résultats et puis qu'il y a toujours une équipe. Il y a toujours une équipe qui sort du bois comme ça. Là c'était Nice ces 2 dernières saisons. C'était Nice et là je mets un petit billet sur Nantes. Nantes, Lyon, Marseille pour la 3e place, c'est ça? Très bien. Avec Monaco pour la moi je mets pas Nantes du tout. Je pense que Nantes va s'essouffler. Il n'y a pas assez de technique, il n'y a pas de joueurs assez au-dessus du lot. Donc quels sont les 3? Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Lyon, dans ce truc-là. Bordeaux, tu y crois pas? C'est quand même inférieur à l'Olympique de Marseille que je vois actuellement. Très bien, messieurs. La réponse a été claire. J'espère que tu as été satisfait, mon cher Léo. Kieran Lampard sur Facebook. Europa League et Canal+ oblige. L'OM joue la quasi-totalité de ses matchs de Ligue 1 le dimanche soir. On en parlait. Est-ce un avantage ou un désavantage? C'est pas un désavantage. Non, je crois que d'avoir la panoplie de tous les matchs qui se sont passés, ça permet, je veux dire, de travailler en toute connaissance de cause. C'est pas un désavantage pour moi. Ni un désavantage ni un avantage, on est d'accord? Non, c'est très bien, même le rythme comme ça, pour les joueurs, je pense qu'ils apprécient beaucoup. Je pense qu'il vaut mieux jouer le dimanche à 21h, on parle de l'exposition Canal+, que de jouer le dimanche à 15h, par exemple. Ce qui était arrivé, je crois, contre Amiens, et ça avait valu un certain courroux de Rudy Garcia qui avait dit « Ouais, on n'a même pas 72 heures pour se reposer », ce qui était vrai. Mais financièrement, c'est bon, non? De passer aussi... Et l'OM va jouer 17 heures. L'exposition est... Je me tourne vers toi forcément parce que je sais que ton ancien mentor, Roland Courbis, attache une importance particulière à cette récupération des 72 heures. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette... C'est énorme. C'est énorme. Si tu veux, ce qui se passe actuellement, c'est que les joueurs, ils sont beaucoup sur Internet, les tablettes, les iPhones, machin, ils en ont 2, ils en ont 3. Donc, plus tu as de récupération, ils dorment 2 heures de plus, 3 heures de plus, c'est toujours 3 heures de plus. Avant, c'était pas comme ça. Maintenant, l'Internet a vraiment fait du mal aux joueurs sur la récup. Très bien. Donc, tu partages l'analyse donc c'est plutôt bien que ça joue à 21h. Plutôt bien. Très bien. La réponse pour Kieran. On enchaîne avec une question suivante. La voici, c'est Guimont sur Twitter. Romain, alors c'est pour toi, mon cher. À moins que ce soit pour moi, mais je pense que c'est plus pour toi. Tu as une idée en tête pour le recrutement de latéral gauche au mercato d'hiver? Ferland Mendy n'est plus disponible. Ouais, voilà, il va falloir toi non plus, chercher, je crois. Non, je suis plus disponible non plus. C'est signé, on laissera repartir. On va chercher. Première avant la fin de l'émission, je vais me mettre dans un petit coin là. Je vais trouver un truc un peu intéressant. Tu vas aller sur mon petit gazon. Non, même pas. Même pas. Vous avez une idée si vous en avez une? Allez-y. Comme ça, de tête là, ce qui me vient. J'ai envie de dire, il y a Jérôme Roussillon peut-être à Montpellier. C'est pas, ça peut être intéressant si on est sur du Ligue 1 et voilà qu'on est sur une doublure, qu'on cherche une doublure à ma vie. Une idée, Francis, pour un latéral gauche? Non, forcément, tu regardes. Franchement, Roussillon, je pense que c'est pas suffisant si on veut. Si on veut passer doublure, pour moi, ma vie est un titulaire qui peut postuler à l'équipe de France. Attention, Jérôme Roussillon, j'ai eu la chance de le connaître à Montpellier. Formé à Sochaux. Oui, c'est un garçon qui t'apporte énormément offensivement, qui centre énormément. Tu peux même faire une organisation à 5. Ça peut être une bonne idée. Derrière un avis, ça peut être une très très bonne idée. Après, il va falloir connaître le montant de l'enveloppe, effectivement. Ça va être cher, savoir si Evra est parti aussi, parce que ça veut dire que... Oui, c'est ça. Si Evra part pas, il va pas reposer un mec alors que... non, je pense pas. Une idée, vous et Jacques, peut-être moi, Jérôme Roussillon, ce serait une très bonne idée. Non, moi, aucune, mais pour moi, c'est la deuxième phase. J'avais dit, on prend plus des trentenaires,
maintenant. Non, il faut prendre des jeunes maintenant. Et est-ce qu'au centre de formation de Marseille, on a prévu qu'il y ait 2 latéraux gauche qui puissent taper à la porte ou pas? Déjà, c'est sûr, c'est Rokia. Bien sûr, c'est ce qu'il faudrait normalement. Oui, ce serait très bien. Non, mais c'est ça qu'il faut. Je veux dire, aujourd'hui, bon, je ne reprends pas le terme Champions Project, mais je veux dire, dans le projet à 5 ans, il faut que le centre de formation s'intègre totalement à l'équipe professionnelle. Et je pense que Garcia est un entraîneur qui est capable de les intégrer, quoi. Mais je veux dire que dès l'année prochaine, moi, s'il n'y a pas au moins un latéral gauche, c'est pas Rokia ou un autre, ce serait dommage, quoi. Oui, il faut changer la culture de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est ancré. Il y a du Lopez et Camara là, il y a quand même voilà, tu arrives l'année dernière Lopez, t'as Camara. Ces 2 dernières années, je pense qu'ils ont fait du progrès avec Lopez. On a même vu Youssouf Sarri jouer ses premières minutes avec le maillot de l'OM. On voit qu'il y a Rokia qui a fait tous les stages cet été et plutôt bien. Donc ça peut quand même arriver plus vite que prévu. Lolo, donc 130 à l'intérieur qu'on peut trouver des fois. Peut-être. Mais Rokia d'ailleurs, il est entre guillemets destiné à devenir pourquoi pas ce joueur. Parce qu'on dit Roussillon, mais entre un Roussillon à 5 millions, par exemple, si c'est 5 millions le prix de vente et un Rokia à 0, bon voilà, il faudra se poser aussi la question. Il ne faut pas ne pas faire signer Rokia pour pas lui donner 10 000 € de plus et prendre Roussillon pour 5 millions d'euros. Voilà, c'est une question de politique. Lolo, 130, pensez-vous qu'un nouveau logo est envisageable? Tiens. Pourquoi pas? Monaco et le PSG l'ont fait un an après leur achat. Vous le pensez? Vous le pensez pas? Je vois pas d'une grande nécessité. Ouais. Est-ce que c'est la priorité? Ouais, voilà. C'est peut-être pas la priorité. Romain, c'est possible? Vous répondre à sa question? C'est possible, mais je crois qu'il y a beaucoup de chantiers avant, et même sur ce domaine-là, ce côté un peu, on va dire, marketing, communication, je crois qu'il y a beaucoup d'autres priorités qu'un changement de logo. Encore une question, s'il vous plaît. Aubin, sur Facebook. Tu préfères, tiens, tu préfères. Alors j'explique pour Jacques et Francis, le tu préfères. Vous n'avez pas le choix. Vous devez absolument choisir une des 2 options qui sont forcément difficiles à trancher. Tu préfères un départ d'Evra cet hiver et Sertic titulaire à tous les matchs, ou un départ de Sertic et Evra titulaire à tous les matchs? Tiens, Babou. Moi je pourrais prendre, c'est un départ des 2. Ah non, c'est non. Voilà. Mais tu préfères, c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je pourrais pas titulaire à tous les matchs, mais ailleurs. Non. Francis, on est au fossé 1, là, il faut choisir. Tiens, Babou. Eu égard au salaire, je pense que forcément, sur les finances, ça pèsera moins un départ d'Evra qu'un départ de Sertic. Ah oui, moi, un départ d'Evra. Ah ben pas du tout. Moi, messieurs, je suis pour un départ de Sertic et Evra titulaire, pour la simple et bonne raison qu'Evra est en fin de contrat en 2018. Alors Sertic a 2 années de contrat. Donc du coup, si tu fais partir Sertic cet hiver, Evra il partira en juin, quoi qu'il arrive. Francis, tu es obligé de trancher. Attention. Oui, non, mais moi je conserve Sertic. D'accord, très bien. Bon, moi c'est clair. Sertic est passé par le RC Lens d'ailleurs. Oui. Mais tu n'y étais plus. Je n'y étais plus. Mais il y est passé. Une dernière question, allez, j'ai encore envie d'une question, je sais qu'on a dépassé, mais si on peut avoir une dernière question ou pas, me dit-on dans l'oreillette, je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Ça y est. Oh. Ah voilà, c'est la dernière question, on va essayer d'y répondre vite. Albi, dimanche 15h à Lebert, 7ème journée. Cette 7ème journée de D1 va-t-elle permettre à nos Olympiens Olympienne, pardon. Et oui, l'émission est finie, je n'arrive plus à lire. D'enfin lancer leur saison. Oui, parce que les Olympiennes, Romain, tu les suis aussi cette saison. C'est difficile pour l'instant. C'est difficile, et on espère justement que la saison sera lancée avec la réception d'Albi. Albi, c'est pas un gros morceau. C'est logiquement à domicile, on doit pouvoir les battre, c'est les Albigeoises. C'est si on prend pas des points là, ça risque d'être compliqué pour la suite. Ouais. Tiens, on me commencé. Oui, vas-y. Non, je disais qu'on me souffle que Ferral, notre milieu de terrain, je crois, Romain, a mis un joli but et qu'il est disponible sur le Phocéen. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Apparemment, c'est international mexicain. International mexicain marqué avec les Françaises. Ah oui. Non, mais ils avaient démarré. Elles avaient démarré l'année dernière aussi assez timidement, pareil. Et je pense qu'il faut un petit peu connaissant leur coach, qui travaille énormément tactiquement et il faut que ça se mette en place. Donc comme beaucoup de choses se jouent sur le bloc, la notion de bloc chez Christophe Parra, il faut que ça se mette en place. Vous suivez les féminines, Francis, Jacques? Si, un peu. Ça vous intéresse pas? Non, Jacques, c'est pas intéressant les féminines. Non, je dis ça parce que Najette, qui est notre femme, qui vient. Non, moi je suis pas notre intervenante féminine qui vient sur notre plateau nous dit elle s'en fout complètement du football féminin. Pour elle, c'est pas du foot. Non, moi je crois au contraire. Est-ce que pour toi c'est du foot, Jacques? Oui, c'est du foot, mais je regarde la Ligue 1, la Ligue 2, la Champions League, l'Europa League quelquefois. Je passe un moment avec ma fille. Non, moi je crois qu'au contraire, moi j'étais à la Fédé, à la haute autorité. Je pense qu'il faut faire des efforts au niveau de la fédération pour promouvoir encore plus le football féminin, qui s'est nettement amélioré et qui a encore des progrès à faire. Mais qui va avoir l'Euro, je crois. Et qui va avoir la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2018 qui se passe. C'est bizarre, mais je crois qu'elle se passe du côté de la Bretagne, par là-bas, quoi. Voilà. Il y aura un match amical au Vélodrome en janvier, je crois, France-Italie.
Exact. Qui se disputera au mois de janvier au Stade Vélodrome. Voilà, n'hésitez pas à les soutenir. Mais Il y aura certainement une Viviane ACI. Et Awa Sissoko qui est dans cette équipe. Viviane ACI quand même. Très bien. Merci messieurs, merci d'être venus nous rendre visite. Francis, tu reviens quand tu veux. Ouais. En tout cas, je sais pas, Romain, première réussie? Oui aussi, oui, très bien. Très bien, on est d'accord. Je dis aussi parce que Jacques avait réussi sa première. Et Jacques seconde validé également, merci d'être venu Merci avec à nous. Et à très vite, Babou, Romain, les habitués, merci également. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous serez en présence de Romain Canuti. Et oui, tu seras en vacances, tu vas te prendre 2-3 jours dans le Nord, tu as envie de. C'est ça, je vais aller visiter le domaine de Luchat. Voilà. C'est un petit plaisir. Et en reconstruction avec Bielsa. Qui est en reconstruction, exactement. Voilà, donc Romain sera avec vous lundi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc lundi. Vous retrouvez Romain 18h en direct sur le Phocéen pour débriefer ce match face à Marcelo Bielsa et au LOSC. Allez, salut, bonne soirée à toutes et à tous.